angle. Le soir, repensons notre quotidien. L'implication du Maroc dans le Qatargate, le scandale de corruption qui secoue le Parlement européen depuis décembre, n'est que la face émergée d'une omniprésence marocaine dans les institutions européennes. Le Maroc déploie un impressionnant réseau auprès de l'Union. Pauline Hoffman, journaliste au service Monde, a enquêté sur l'influence de Rabat à Bruxelles en collaboration avec la cellule Investigation de Radio France. Je m'appelle Sandrine Puissant et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Bonjour Pauline. Bonjour. À quoi ressemble le réseau d'influence marocain auprès de l'Union européenne ? Le réseau d'influence marocain auprès de l'Union européenne, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est extrêmement efficace, extrêmement développé. Il touche à tout. On ne peut pas le circonscrire à un endroit, à un moment, à un dossier. C'est vraiment impressionnant. Tous les interlocuteurs avec lesquels on a discuté nous le disent. C'est vraiment un réseau qui est extrêmement impressionnant, quoi. Et comment fonctionne ce réseau ? Qu'est-ce que le Maroc met en œuvre pour influencer l'Union européenne ? Alors, ce qui est assez impressionnant quand on a fait cette enquête, c'est qu'on remarque qu'il y a beaucoup d'éléments différents. C'est-à-dire que le Maroc, par exemple, utilise des cabinets d'affaires publiques, donc des lobbies assez classiques, pour redorer son image. C'est-à-dire c'est des contrats qui ont été passés. On a des documents qui le montrent avec des firmes à Bruxelles qui sont chargés d'aller faire du lobbying pour le Maroc. Ça, c'est un truc assez classique. À côté de ça, en fait, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'organisations pro-Maroc qui pullulent. C'est des organisations dont on n'a pas de certitude sur les liens qu'il y a directement avec les autorités marocaines. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces organisations, elles développent un discours qui va dans le sens du Maroc. Vous avez un exemple ? Il y en a une où je trouve que c'est assez intéressant. En fait, elle s'appelle le Comité européen de soutien au plan d'autonomie du Sahara occidental. On a essayé de chercher un peu ce que ça pouvait être. On a trouvé des personnes, des membres. On a un peu l'impression que c'est une coquille vide. Et en fait, le vice-président de cette organisation, il est cité dans un média qui s'appelle EU Today. Ce qui est assez marrant, c'est que ce média, on l'a retrouvé dans notre enquête qu'on a faite avec Forbidden Stories sur le business de la désinformation. C'est un fake média. Et derrière ça, les paroles de ce vice-président ont été reprises dans des sites pro-marocains, des médias pro-marocains, et donc ça a fait une espèce de caisse de résonance. Voilà, on a un peu l'impression qu'à travers ces organisations pro-marocaines, en tout cas on peut le dire, il y a une volonté de saturation de l'espace médiatique. Qu'est-ce que vous avez identifié d'autre dans ce réseau d'influence ? Il y a tellement de choses à raconter, je trouve, dans cette enquête. Mais en fait, il y a aussi des armées de représentants qui se présentent dans les couloirs du Parlement européen. On a des sources qui nous disent que le Maroc a 2 à 3 personnes à temps complet pour le Parlement européen. Régulièrement, on nous dit qu'ils assistent à absolument toutes les réunions publiques qui concernent de près ou de loin les intérêts marocains. Il y a un militant sahraoui qui s'appelle Majoub Malia, il est belge mais il est d'origine sahraoui. Lui, il va régulièrement en fait au Parlement européen pour faire du lobbying aussi de son côté pour la cause sahraoui. Je trouvais ça hyper marquant. Il nous dit que quand lui il y va, il se sent suivi, qu'il y a des gens qui le prennent en photo et en fait il nous a raconté que quand il s'installe dans un bar du Parlement européen pour discuter, pour faire du lobbying avec des membres de l'institution, il y a régulièrement un groupe de personnes qui s'installent à la table juste à côté et qui quelques semaines plus tard va prendre des rendez-vous exactement avec les mêmes personnes que lui. C'est qu'un seul exemple. Et il y a eu un cas, il y a 4 ou 5 ans de ça, en 2018, d'une Marocaine qui a été expulsée du territoire belge pour des soupçons d'espionnage pour le Maroc. Et en fait, cette femme avait notamment organisé une conférence au Parlement européen. Donc en fait, on voit que il y a plein de méthodes qui sont utilisées et que c'est efficace, c'est dense, c'est multiforme. Tout le monde dit que c'est vraiment impressionnant et pro, quoi. Est-ce que votre enquête a montré que le Maroc sort peut-être de ce qu'on pourrait appeler du lobbying classique ou de la diplomatie classique ? Alors, il y a évidemment cette histoire d'espionnage de 2018. Il y a beaucoup de soupçons d'espionnage à Bruxelles et en Belgique de la part du Maroc. Ça, c'est un peu, c'est un secret de polichinelle. Mais il y a aussi deux personnalités importantes, en tout cas pendant la précédente législature, qui ont été mentionnées par une grosse partie de nos sources. C'est Gilles Pargneaux et Pier Antonio Panzeri. Alors, Pier Antonio Panzeri, aujourd'hui, on le connaît bien, puisque c'est le principal suspect dans l'affaire du Qatargate, qui est aussi appelé le Maroc Gate,
Dieselgate dans quelques milieux, et qui a avoué avoir touché de l'argent en échange de l'influence qu'il essayait de faire peser au Parlement européen, qui a touché de l'argent du Maroc, j'entends bien. Et Gilles Pargneaux? Gilles Pargneaux, lui, c'est un autre ancien eurodéputé, il est français. Il y a plusieurs personnes, des eurodéputés qui nous parlent ouvertement et pas du tout sous le couvert de l'anonymat, qui nous disent, voilà, lui, il se présentait comme le conseiller du roi du Maroc. Ça, mon collègue de Radio France, Benoît Colomba, a discuté, a vu Gilles Pargneaux, et lui nie s'être jamais présenté comme tel. Évidemment, il a dit avoir des relations personnelles, il aime beaucoup le Maroc, ça il le dit ouvertement, mais il nie avoir jamais eu de lien avec le Royaume du Maroc, de lien formel en tout cas avec le Royaume du Maroc, quoi. Est-ce qu'au cours de votre enquête, vous avez entendu parler d'autres tentatives de corruption? Alors, il y a évidemment le cas de Panzeri que j'ai évoqué. Il y a aussi Pierre Galland, qui est assez connu dans le milieu des activistes en Belgique. Pierre Galland, en fait, il défend la cause sahraoui, c'est l'ex-secrétaire général d'Oxfam Belgique. Et en fait, il nous a expliqué que pendant les années où il était très actif, donc c'était dans les années 90, il était devenu ami avec un journaliste marocain qui connaissait depuis plusieurs mois. Et puis en fait, un jour, cet homme est venu le voir et lui a dit en fait il faut que je te dise quelque chose, je suis pas seulement journaliste, je travaille aussi pour le Maroc, on aimerait bien en gros que tu arrêtes de parler du Sahara occidental, on te demande pas de tout à coup retourner ta veste, mais voilà, on aimerait juste que tu arrêtes de parler de ça, dis-nous combien l'Algérie te paye et puis on va te payer le double. Et donc Pierre Galland nous dit il tombe de sa chaise quand il entend ça et il envoie cette personne sur les roses en lui disant en fait 0 plus 0 ça fait toujours 0. Lui affirme avoir fait l'objet d'une tentative de corruption. Il y a aussi le cas de José Bové qui a dit sur France Inter il y a quelques mois avoir été l'objet d'une tentative de corruption de la part de celui qui est aujourd'hui Premier ministre marocain. Le Premier ministre marocain a déposé plainte pour diffamation. À quel moment le lobbying du Maroc est devenu aussi agressif ? Alors en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces dernières années, il y a eu des dossiers très importants pour le Maroc à l'Union européenne et notamment des accords commerciaux. C'est des accords commerciaux qui en ce moment sont dans tout un processus judiciaire. Il y a eu plusieurs décisions de la justice européenne qui les annulent. Je vous parle de ça parce qu'en fait, depuis ces problèmes judiciaires sur ces accords commerciaux, selon Majoub Malia, qui est donc cet activiste belge sahraoui, lui a vraiment senti une densification de ce lobbying du Maroc et le déploiement de méthodes qui étaient beaucoup plus larges que les cabinets de consulting et les cabinets d'affaires publiques classiques. En tout cas, c'est ce que lui a senti. Il y a une ou deux autres sources qui sont au Parlement européen depuis plusieurs années qui, pareil, nous ont dit on a senti qu'ils se battaient très, 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 très fort pour l'application de ces accords commerciaux. Et justement, ces accords commerciaux, quel était le problème ? Pourquoi ils ont été jugés illégaux ? Alors c'est une histoire un petit peu compliquée et ça parle d'une zone du monde que peu de gens connaissent, je pense. Donc on parle du Sahara occidental. Le Sahara occidental, en fait, c'est un territoire, une région qui est au sud, dans le sud du Maroc. C'est une ancienne colonie espagnole. À la fin de la colonisation espagnole, il y a une occupation marocaine, donc en 1975. Cette occupation marocaine, elle est controversé. Le Maroc, lui, assure qu'il a la souveraineté sur ce territoire, mais voilà, il n'y a pas un consensus international autour de ça, et il y a une bataille très lourde qui se joue avec le mouvement indépendantiste sahraoui, qui s'appelle le Front Polisario, et ce Front Polisario est soutenu par l'Algérie voisine. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de consensus international et légal sur la souveraineté du Maroc sur ce territoire, et en fait, l'Union européenne a décidé d'appliquer ces accords commerciaux au Sahara occidental, comme si le Sahara occidental faisait unanimement partie du Maroc. La justice européenne, pour plusieurs points juridiques que je vous épargne, a décidé qu'on ne pouvait pas, de manière indiscriminée, appliquer ces accords au Sahara occidental. Il y a un appel qui est en cours en ce moment, et il y a une nouvelle décision judiciaire qui doit se dérouler cette année. Est-ce qu'on peut dire que cette position de l'Union européenne de traiter le Sahara occidental comme une partie du Maroc est une victoire de ce système d'influence marocain en Europe? En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une énorme victoire pour le Maroc. Et on peut estimer que le lobbying, l'influence marocaine de ces dernières années a permis d'avancer dans cette direction-là. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que
il n'y a pas nécessairement une personne ou une de ces méthodes qui a plus marché qu'une autre. Hein. Et il faut pas oublier aussi que le Maroc, c'est un partenaire de l'Union européenne. Je pense même pas qu'il y ait un seul pays européen qui décrive le Maroc comme un ennemi. La France est très proche du Maroc, l'Espagne est très proche du Maroc, la Belgique est très proche du Maroc. Et donc voilà, il y a aussi des logiques diplomatiques un peu plus classiques qu'il faut pas oublier. Ce qui est certain, c'est que pour le Maroc, ces accords sont importants. Pour l'Union européenne également, ces accords sont importants et que ça scelle cette amitié, si on peut dire ça comme ça, européano-marocaine. Est-ce que tout ce système d'influence que vous nous décrivez sort du commun ? Est-ce que d'autres pays déploient une influence de cette ampleur auprès de l'Union européenne ? On n'a pas étudié tous les pays, donc je ne peux pas vous le dire de manière ferme et définitive. En revanche, les personnes avec qui on a discuté nous assurent que c'est une diplomatie, c'est une influence qui est extrêmement impressionnante. Eux n'ont pas l'impression que ça soit quelque chose de classique. Ils nous disent, voilà, y a quelques pays dans le monde qui sont extrêmement doués, et le Maroc, clairement, en fait partie, quoi. On sait que la Belgique est aussi très proche du Maroc. Ce réseau d'influence est aussi présent dans la politique belge. En tout cas, je l'ai pas étudié aussi bien que j'ai étudié celui de l'Union européenne, mais on discutait notamment avec Georges Dallemagne, un député fédéral belge qui fait partie du parti Les Engagés, qui lui dit effectivement il y a un réseau marocain très important dans la politique belge et que en fait l'influence marocaine à l'Union européenne et celle dans la politique nationale belge se recoupent et s'entretiennent mutuellement, quoi. Bruxelles, c'est à la fois la capitale d'un pays partenaire important avec une communauté belgo-marocaine importante, mais c'est aussi le siège des institutions internationales. Et donc le Maroc a doublement intérêt à investir cette place-là. Merci Pauline. Merci beaucoup. Avec Grand Angle le soir, raconte, explique et décortique, c'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.